Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, Fernand Lopez en direct de Anaheim, Californie. Comment ça va le King? Bonjour à tous, ça va très bien. Et Ah, toi, comment vas-tu, Guillaume? ça va très bien une nouvelle fois et c'est là que moi ça m'énerve, voilà. Même quand il est en mode un petit peu plus street, il me met je sais pas combien de kilomètres avec un nouveau Teddy MMA Factory. Dis donc, hein, maintenant à l'assaut du lifestyle, c'est ça? Édition limitée. Attention, ça va aller très vite. Alright. Oui, oui, ça va. Bah, il faut faire, hein, comme je t'ai dit encore. T'es jeune, j'ai pris de l'âge, il faut que je me rattrape. Alors, pour l'instant, l'arrivée, tout se passe bien. Est-ce que là, la machine UFC est déjà en marche ou au contraire, là, pour l'instant, c'est assez calme pour vous? Pas encore bien lancé. En gros, on a de l'avance parce que ça reste un main event et donc, du coup, les choses qui sont faites souvent sur la Fight Week sont déjà faites à partir de maintenant, notamment la mise à disposition de l'alimentation, la mise à disposition de pas mal d'éléments. On a été contacté déjà par l'embedded et tout qui se met dessus, qui commence à filmer. Mais la Fight Week commence dans longtemps. On est largement en avance. Ça permet de s'acclimater, ça permet de prendre ses habitudes, de prendre les aises, de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ouais, c'est plutôt bien. Alright, eh bien parfait. Maintenant, aujourd'hui, dans cet épisode-là, on va parler de tout ce qui entoure finalement les combattants, qui fait que ou non tout va très vite. On sait que t'es justement favorable à ça, que quand il y a quelque chose de positif, bah c'est parti, tout va aller dans le bon sens finalement. En tout cas, essayer au mieux de faire en sorte que tous les éléments se déchaînent pour que le combattant puisse ensuite progresser jusqu'à l'UFC, sinon jusqu'au titre, hein, à voir. Là, par exemple, t'as un nouveau poulain qui s'appelle Marcel Sichef. On devrait en reparler, toi au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit justement, il y a un combattant qui aurait pu devenir, je sais pas, potentiellement champion, potentiellement superstar UFC, mais il y a quelques éléments qui ont fait que ça a été retardé, ou en tout cas aujourd'hui, toi tu prêtes attention et tu dis attention, là il faut que je mette l'accent là-dessus. Oui, je ne sais pas dans quel ordre les classer, mais absolument, il y a l'élément premier sur lequel je fais attention dorénavant, de manière systématique, que ce soit pour moi-même le manager, que ce soit pour nous les managers, ce qu'on appelle les senior managers, qui sont Benjamin et moi, que ce soit pour les junior managers, ce sur quoi on met l'accent, c'est l'intelligence. Ça fait quasiment tout. Toute décision qui est prise décide de la carrière de l'athlète ou pas. Chaque décision que l'athlète fait un jour dans sa vie décide si on va avoir un tueur ou pas. Aussi simple que ça. Il y a des mecs beaucoup, très forts, bons techniquement, bons physiquement, qui n'ont pas pu aller loin parce que le choix n'était pas bon. Le choix, ça peut être simple, hein, ça peut être je choisis j'exige de vouloir combattre pour 1 000 euros alors que on me donne un combat de 700 euros qui est un très bon combat et je dis 700 euros, ça ne me va pas, même si c'est telle petite organisation qui est nouvelle et tout. Moi, j'exige et tout, je suis un bon combattant, je veux 1 000 euros. Et à cause des 1 000 euros, on te met un client qui est une marche, 3 marches au-dessus de toi parce que tu es payé plus cher et tu vas perdre ton combat. Ça peut être parce que décision simple, tu es dans ta salle de sport, tu décides de te préparer avec tel en préparation physique ou en tel. Décision parce que tu es... toute l'intelligence aujourd'hui, je ne la résume plus à je suis intelligent pour combattre ce qu'on appelle le fight IQ. Aujourd'hui, dans la sélection de ce que je choisis comme athlète, ce sont des athlètes intelligents de manière simple. L'intelligence pure de la vie de tous les jours. L'intelligence qui te fait faire des choix, de dire, j'ai le choix. Mon coach me dit de ne pas faire le footing. Moi, je pense que j'ai envie de faire le footing. Ça me plaît, j'aime bien le footing, je vais le faire le footing. Le coach te dit, tu es un poids lourd, à chaque fois que tu fais un pas, tes articulations porteuses, chevilles, genoux, hanches,
reçoivent 4 fois le poids de ton corps et donc ça impacte dessus et je te proscris la course. Je te recommande, je sais pas moi, du cardio avec des appareils de friction comme le rameur, comme le vélo et tu dis non, moi je veux quand même courir. C'est un choix. Ce choix-là va comptabiliser sur la balance. Donc du coup, ça nous amène au deuxième point qui est la confiance entre l'entraîneur et l'entraîné, entre le dirigeant, en tout cas dans la structure sportive, et le dirigé. C'est aussi simple que ça. Tu trouves ton maître, le maître trouve son élève. Si vous ne vous trouvez pas, séparez-vous. Vous perdez du temps. Ça ne va aller nulle part. Ça ne va pas marcher. Il faut absolument qu'il y ait ce lien direct, franc et permanent avec le coach ou le manager. Dès que c'est rompu, dès que ça ne marche pas, dès qu'on est obligé de faire confiance à une tierce personne, donc on fait comme si on a un entraîneur. L'entraîneur en question, on fait comme si on lui fait confiance. Mais on va se renseigner et prendre de la confiance ailleurs, changer de coach, changer de team, vous perdez votre temps. Voilà quoi. Donc, c'est cette intelligence-là qui fait que la personne, elle est capable de dire, bon, concrètement, tu me donnes le contrat, tu me donnes un combat, tu me dis, voilà un combat pour toi. Moi, je préfère aller voir ma soeur ou mon frère pour lui demander, est-ce que tu sais, on pense que c'est un bon combat pour moi. Quand tu es intelligent, tu te dis, pas bon show. Je vais en frontal avec le coach, celui qui me donne le combat. Je lui pose la problématique, je gère avec lui, j'établis le climat de confiance, on y va. Je ne peux pas l'établir et je ne le sens pas. Je bouge de la salle, je bouge du coach, je change. Aussi simple que ça. Extrêmement déterminant. Là, il y a 2 points déjà que j'ai cités. Et il y a des gens qui posent souvent la question, on le voit en commentaire des King Energy. D'ailleurs, chaque semaine, hein, vous pouvez poser des questions au King qui répond avec plaisir la semaine suivante. Est-ce que ça peut s'inculquer, ce côté-là où tu vois, t'as des athlètes qui vont peut-être avoir un énorme potentiel, pas faire les bons choix, et toi, tu peux leur apprendre ça. Au-delà de l'intelligence, peut-être ce facteur confiance. Ça s'apprend, mais difficilement. Il faut avoir la chance de l'avoir en soi. J'ai avant-hier, je parlais d'un cas particulier avec Benjamin. Il y avait Cyril à côté et Cyril dit non, mais le King, tu penses que c'est facile, mais c'est parce que dessus, quand je suis arrivé, quand même, tu m'as éduqué dessus. Tu m'as expliqué les petits intérêts, les grands intérêts, le fait de ne pas voir tout de suite l'intérêt d'avoir un peu d'argent, le fait de voir grand, et tu sous-estimes le fait qu'il y ait ce manque d'éducation chez nous, les plus jeunes et tout, et c'est bien de prendre le temps d'expliquer aux gens. Parce que moi, je suis persuadé que ça peut s'apprendre, mais c'est difficilement apprenable. Il faut que tu arrives avec ce truc déjà où tu es à l'aise dessus et où tu es capable de... Les gens confondent l'intelligence avec l'extrême méfiance. Et en gros, tu arrives dans ton binôme, dans ton couple avec ton coach ou avec ton agent ou avec qui tu travailles, et tu installes un climat d'extrême méfiance. Et tu te dis que comme tu es méfiant, alors tu es intelligent. Alors que c'est pas ça, en fait, l'intelligence. L'intelligence, c'est j'étudie la situation, je regarde ce que j'ai à faire. Quand j'ai fait mon choix, je fais un transfert de pouvoir total et je fais ce qu'on appelle une délégation de pouvoir qui fait que l'autre qui est en face de moi ressent mon énergie que je lui donne en disant, écoute, elle est là ma carrière. Tu gères. Si tu m'amènes droit au mur, c'est ton problème, c'est nous deux qui perdons. De toutes les façons, pour que tu puisses gagner 10% dans ta vie, il faut que tu me fasses gagner 90%. Donc, c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, il y a un lâcher-prise qui fait que le cerveau de l'athlète n'est plus concentré que sur
la performance sportive, pas sur la recherche des partenaires, pas sur la recherche du meilleur entraînement ou de la meilleure méthodologie, juste concentrer sur une seule chose, la performance sportive. Laisser le reste aux experts. Encore faut-il trouver les bons experts. Oh, alright, alright, alright. Est-ce qu'il y a d'autres éléments justement qui peuvent faire toi de ton côté que t'as vécu des expériences où t'avais ce diamant brut et quelque part ça n'a pas été jusqu'au bout, au-delà bien évidemment, je sais pas moi, des blessures ou des choses qui peuvent arriver lors d'une carrière. Tu me donnes l'occasion de faire une belle transition avec les blessures, mais le capital santé vaut beaucoup pour la détermination de la performance. Quand tu as un athlète qui a des problèmes très récurrents de l'épaule, des problèmes très récurrents du genou, des problèmes très récurrents de la cheville, c'est très compliqué pour poursuivre une carrière. Parce qu'elle est sous-jacente, elle est subordonnée à tout ça, elle est complètement dépendante du capital santé. Donc, des fois, il faut faire une longue pause, reprendre tout le système médical, se soigner et remonter la pente. Donc, ça c'est un truc essentiel qui est le capital santé. Ça peut servir beaucoup. Euh, et puis, un autre élément, la régularité du combat, la constance. Combattre régulièrement est un accélérateur de carrière. Sauf que combattre régulièrement nécessite des principes d'action. Premier principe d'action, être souvent entraîné. La grosse problématique qu'on rencontre chez les jeunes, c'est qu'ils te disent là, je suis pas prêt, là, je suis pas au poids, il me faut 2 mois pour perdre le poids, il me faut du temps pour m'entraîner. Et du coup, tu as une carrière où l'élève combat, je sais pas moi, une fois par an, parce qu'il est absorbé par le fait qu'il n'y a pas de bonne opportunité qui arrive parfaitement à 3 mois du combat. Donc, les athlètes veulent qu'on leur donne pas des short notices, qu'on leur donne des combats qui sont assez éloignés pour qu'ils puissent s'organiser, qu'ils puissent se préparer. L'athlète intelligent se met dans la situation d'être pas loin de son poids de corps, de combat, et d'être quasiment toujours entraîné pour prendre les bonnes opportunités, avoir des accélérateurs de carrière. Donc voilà, c'est l'un des trucs qu'il faut garder en tête, c'est l'un des facteurs de performance. Puis pour moi, quand j'ai un jeune qui combat très rarement et qui met beaucoup de conditions à pouvoir faire un combat, je peux dire sans risque de me tromper qu'il n'ira pas bien loin. C'est très compliqué d'aller loin quand on n'est pas capable de dire oui. Ce qui marche pour les promoteurs, je le dis en tant que promoteur sportif, donc je sais ce que je veux en tant que promoteur et ce que les autres promoteurs veulent. Je le dis en tant que manager, je le dis en tant qu'entraîneur. L'une des clés du succès, c'est la capacité de dire oui. Il y a 2 manières de voir les choses. Je ne dis oui que quand je trouve un adversaire qui est faible et que je peux battre. Et donc, je me réserve la position de dire, donne-moi le bon adversaire et je te dis oui. L'autre manière, c'est de dire, je prends n'importe quel adversaire qui peut m'apporter une plus-value en hauteur. Donc, quelqu'un qui est mieux classé que moi sur les rankings et quelqu'un qui va me pousser à aller faire un camp d'entraînement où je vais aller le matcher. Et en gros, vous avez des personnes, des jeunes qui plafonnent parce qu'ils n'ont pas du challenge au-dessus. Alors que si on dit, ma méthode, elle est simple, vous me donnez un nom, je m'adapte, je le bats. Ça veut dire, vous me donnez un nom, je vais tellement rester entraîné souvent que quand vous allez me donner un nom, je vais me développer à un niveau supérieur, je vais mettre en place un fight IQ, je vais mettre en place une stratégie de combat et je vais me mettre dans une situation de me pousser à un niveau supérieur pour à chaque fois le sur. Et à force de passer à des niveaux supérieurs de nos adversaires, on grandit, on devient bon. Tu crois, toi, au facteur, on va dire, embourgeoisement chez un athlète
qui au fil de sa carrière, je sais pas moi, si il est sur une série de 10 victoires consécutives, que l'argent commence à arriver, est-ce que toi, il y a des moments où tu as pu perdre ces athlètes-là, au moment où tout commençait à bien aller pour eux, ou pas du tout, une fois que la machine est lancée, finalement, tout reste cadré? Je n'ai pas encore eu d'athlète qui ait beaucoup d'argent au point de s'embourgeoiser. Je n'ai pas encore eu de Conor McGregor. Euh, Celui aujourd'hui qui a une carrière assez décente, qui est justement sur 10 victoires et qui a une carrière assez décente, qui est correcte et qui brasse pas mal d'argent, donc il peut commencer à prendre la grossette. Et quelqu'un d'assez raisonné quasiment sur tout. Cyril, des fois, on se moque de lui parce que il ne dépense pas beaucoup. Enfin, il est très archi généreux pour d'autres personnes, pour la famille, pour les amis, mais pour lui-même, il va pas chercher une grosse voiture, il va pas faire des dépenses inutiles, il va investir dans ce qui est solide, ce qui est correct. Il a la tête sur les épaules. Euh, et il se garde toujours tous ses principes et ses, comment dire, les rituels qu'on a toujours eu, par exemple les déplacements, là, il était pendant les périodes de fête entre de Noël et le Nouvel An, il a fait un déplacement et je vais lui demander, s'il te plaît, envoie-moi des vidéos de ton entraînement de tous les jours. Et tous les jours, il va m'envoyer, il va faire des déplacements sur ce qu'on appelle les 4 plots, les déplacements qui lui permettent de garder de la mobilité, la pliométrie basse. Donc, du coup, il se tape 1 heure de déplacement par jour, quotidiennement, tranquillement. Il a toujours ces trucs-là qu'il ne lâche pas. Donc, pour le moment, je n'ai pas eu quelqu'un qui se soit embourgeoisé et qui ait perdu la tête ou qui ait perdu la main. Non, voilà quoi, j'ai des personnes qui peuvent euh, perdre la main parce qu'elles plafonnent, elles ne peuvent plus s'entraîner, elles ne peuvent plus évoluer, mais je n'ai pas encore connu, moi, dans mon camp d'entraînement, quelqu'un qui est en mode Connor, qui vient combattre en hélicoptère, qui atterrit chez un yacht de 50 mètres et puis qui va descendre du yacht et prendre sa Rolls-Royce pour aller à lieu de combat, quoi. Effectivement, quand tu viens de traverser toutes ces étapes de confort, c'est difficile d'aller te péter, quoi. Mais pour toi, ça peut être potentiellement un facteur ou pas du tout? Enfin, parce que tu vois, cet argument avec Connor, je peux le comprendre pour Connor McGregor, mais dans ce cas-là, quid des Mayweather, des Canelo Alvarez et tous ces autres athlètes qui continuent de performer malgré tout ça? Encore une fois de plus, je pense que il y a des personnes que ça ne traverse pas tant que ça et que Mayweather, même s'il joue le mec qui est un peu un enfant gâté, qui n'est pas bien éduqué avec l'argent, qui a ce côté ostentatoire et qui aime bien afficher les signes extérieurs de richesse, cependant, il est très intelligent. Il pose le jeu, il est calculateur, il sait exactement ce qu'il fait. Comment dire, il assume le fait de se montrer sur les réseaux sociaux et de choquer un peu le monde. Mais derrière ça, quand il a une date de combat, il est très organisé, il est bien entraîné. Voilà quoi. Ce que je t'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, Cyril a les moyens de s'embourgeoiser, mais je sens qu'il a des rituels qui n'échappent jamais. On vient de terminer l'entraînement là, il est quoi? Il est 22h50 ici, on vient de terminer l'entraînement. L'entraînement est terminé et puis il fait les abdos. Il fait voilà, quoi. Il est assis, il fait des abdos, des pompes, des tractions, parce que c'est un rituel qu'il fait d'habitude, euh, qu'il a mis comme ça, et donc on le calcule maintenant dans sa charge de travail, on sait qu'il est comme ça, qu'il le fait d'habitude, et bon, voilà, et ces petites habitudes-là sont des habitudes qui vont lui sauver la vie, qui vont l'aider parce que on commence l'entraînement à 21h, et puis lui, il est là-bas à 21h30, il est déjà en train de sauter sur la pointe des pieds pendant 30 minutes, c'est des choses qui sauvent la vie. Quand les moments deviennent durs et tout, et que tu es capable de faire ça, alors que tu as un beau canapé, tu as une belle télé, tu as une PS, tu peux aller jouer, mais que tu prends ton temps d'aller faire tout ça, c'est très bien pour l'avenir. Alright. Une partie du chemin a déjà été parcourue. Est-ce qu'il y a, là, est-ce qu'on a couvert un petit peu tout ce qui peut être potentiellement des red flags quand toi tu prends un élève ou quand t'as un athlète qui vient et qui dit bon bah ça y est Fernand Lopez, j'ai envie de m'entraîner avec vous?
Bah, grosso modo, je pense que j'ai fait à peu près tout. Ensuite, ce qui reste, c'est la volonté de faire du sacrifice. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les adhérents, enfin les athlètes, les combattants vont demander des sacrifices au staff, au coach, au préparateur physique, et ne vont pas arriver à faire les sacrifices-là eux-mêmes. L'idée d'être constant, de prendre soin de soi, d'être capable de ne pas manquer un entraînement parce qu'on est exigeant et qu'on veut que l'autre nous donne des entraînements. En général, quand j'ai eu des élèves qui devenaient un peu en mode je m'en foutiste, ça finissait en général mal. Quand j'avais des élèves qui étaient capables de se planter à la salle alors que vous avez une séance d'entraînement, des élèves qui étaient capables de dire, oh non, finalement, j'ai changé la vie, là, je ne vais pas combattre, je vais en vacances. Ces élèves, tôt ou tard, ça déraille. Tu sais qu'ils ne sont pas stables. Alright. Bien, on va avancer avec les questions. La fameuse séance de questions, la première de l'année, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, qui va y répondre. C'est un moment d'exception pour chacun d'entre vous, je le sais bien évidemment. Donc on va commencer par Maxime Beau. Est-ce qu'un combattant tel que Nassourdine Imavov peut augmenter réellement son fight IQ ou sa technique dans la cage du fait qu'il soit entraîneur en parallèle de sa carrière d'athlète? On a l'impression que c'est quelque chose sur lequel t'insistes de plus en plus, ça, le fait que certains de tes athlètes aillent dans le côté accompagnement d'autres athlètes pour améliorer ça, et donc finalement, réellement. Est-ce que ça va permettre à Nassourdine d'être champion? Ça va aider Nassourdine à comprendre ce qu'on lui demande. Le fait de se retrouver dans la situation à devoir poser la didactique, donc la didactique, c'est la partie réflexive où tu dois trouver la méthodologie pour enseigner, pour donner une connaissance. Ça te remet toi en perspective pour voir le grand tableau. Tu prends du recul et tu vois que ce que tu expliques à ton élève, euh, le dernier combat de Azizov Temerlan, Contre Patrick Suarez, Martinique. voilà, il combattait contre Martinique effectivement, et il était coaché par Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, rappelez-vous, il a fait un combat contre où est-ce qui a été compliqué, où il a été plaqué longtemps au sol, où il était plaqué sur la cage, où il ne trouvait pas de solution. À la suite de ça, on est reparti en camp d'entraînement, on s'est entraîné dessus, on a trouvé des méthodes où on a amélioré sa manière de sortir, mais aussi améliorer sa manière de contrer. Au lieu de toujours faire de la lutte défensive pour sortir, on a mis en place des méthodes avec des soumissions ultra violentes, notamment cette guillotine qui place sur toutes les formes et qui met ses adversaires en danger et qui pousse ses adversaires à vouloir fuir la lutte. Du coup, euh, il a appliqué les mêmes choses avec qu'est-ce que tu veux, toi? On va pas les servir, monsieur. Merci. Vous préférez baguette ou vous préférez cuillère, monsieur? Les deux, ça me va. Toi, tu manges la baguette? Les deux, ça me va. Oui, bien sûr que je mange la baguette. Bonjour Ça monsieur, tourne, hein? Ça comment ça tourne. va? Oui, Mais ça oui, tourne. Faut pas couper, hein. Faudra pas couper au montage, hein, Guigui. On laissera, pas de soucis. Allez. merci, jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Et, euh, et donc, je disais que Nassourdine Imavov, il est en train de coacher Temerlan et il explique à Temerlan la méthodologie pour sortir de là. Protocole, pose ton coude par terre, mets tes mains par terre, remonte et tout, reviens sur. Et à un moment donné, Temerlan essaye de l'amener au sol, il est en train de galérer et Nassourdine va lui dire non, arrête avec la lutte libre, reviens à la lutte gréco-romaine, colle-le sur le mur. Et moi, je suis à côté, j'observe et je me dis, il a grandi le petit. Le fight IQ est passé à next level. La manière dont il est en train de coacher Azizov, on voit que ça lui demande du réflexif. Ça lui demande de se poser dessus, de conscientiser sur ce qu'il va demander et d'observer. Et quand tu es en train de donner ça, ton fight IQ s'élève. Forcément, ça monte. Donc, oui, Nassourdine évolue tous les jours techniquement. Il évolue tous les jours en termes de fight IQ. Déjà parce qu'il apprend beaucoup.
aussi parce que nous, MMA Factory, on fait vraiment de la méthodologie à s'entraîner pour le Fight IQ, mais aussi parce qu'il participe à du coaching. Il coach son frère Daguerre Mavov, il coach certains amis, et donc forcément, ça élève son niveau de Fight IQ et de compréhension générale de la logique interne de la discipline. La concurrence en middleweight est prévenue. Deuxième question de Cyril Laouadi. Question pour le King, est-ce que le fait que Francis, donc Francis Ngannou bien évidemment, soit francophone, vous allez mettre en place un code pour le coaching de Cyril Gann le jour J? Pour l'interrogation. Et puis au-delà d'être Absolument. francophone, j'ai envie de dire qui te connaît toi. Voilà. Absolument, c'est prévu. Alright. On vous écoutez bien, tendez bien les oreilles sur RMC. RMC Sport, bien entendu, vous allez m'écouter dire des mots dans une langue qui n'est pas forcément une langue française. Ok, à suivre donc. Et dernière question de Casu Clay, donc petit jeu de mots hein, bien évidemment. Ngannou, est-ce qu'il frappe plus fort que Wilder? Aucune idée. C'est très, très difficile de quantifier la force de frappe. Je préfère dire la vérité, je ne sais pas du tout. C'est possible, mais je ne sais vraiment pas du tout. Dans le sens où j'ai reçu les frappes de Francis. Je peux les comparer à des frappes de d'autres poids lourds de ma salle de sport, mais je ne peux pas les comparer aux frappes de Wilder. Je n'ai jamais reçu les frappes. Et même encore celles que j'ai reçues de ma salle de sport, il faudrait un appareil qui puisse mesurer la force et un accéléromètre et tout, mais je n'ai pas tout ça comme unité de mesure, enfin comme outil de mesure. Non, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait pouvoir calculer pour être sûr. C'est très complexe de savoir exactement parce qu'il faudrait reproduire l'angle de frappe, la manière de frapper. Il faudrait que quand on a un test, il faudrait qu'il soit facilement reproductible. Je prends une machine qui reçoit de la puissance. Je frappe dessus avec une frappe incurvée. Ensuite, je frappe dessus avec une frappe rectiligne. Ensuite, je frappe dessus avec une frappe oblique. Je ne reçois pas les mêmes résultats. Si on veut pouvoir comparer des personnes et comparer leur force, il faut un appareil qui va mesurer le nombre de watts qui s'enfoncent dessus. Il faut un appareil qui va mesurer l'accélération de ma frappe dessus. Aujourd'hui, on met des petites puces dans les gants qui sont des accéléromètres qui vont prendre de l'information en 3 dimensions dans le temps et dans l'espace et donc du coup qui vont pouvoir guider sur l'accélération. Et puis éventuellement, on demande à ce que le protocole soit le même pour tout le monde. Sinon, le test est faussé. Sinon, c'est facile, c'est bidon, quoi. Moi, je frappe de telle manière, toi, tu frappes de telle manière, et j'ai dit, tu as frappé mieux. Non, on n'a pas frappé de la même manière. Et quand tu compares toi par contre avec tout ce que t'as pu encaisser, parce que souvenez-vous, je vous invite à regarder la chaîne UFC, MMA Fighting, MMA Junkie, toutes les semaines de combat, quand il y avait l'Open Workout, Fernand donnait véritablement son corps à la science lorsqu'il y avait les Open Workout avec Francis. Est-ce que de toute l'histoire justement de toi, de tes entraînements, il y a quelqu'un qui a frappé plus dur que Francis, ou tu vois, quelque chose qu'on ne soupçonnerait pas peut-être? Non, Francis frappe le plus fort. Alright, alright. Et ben voilà, eh bien, parfait. Bah, ce sera le mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine, le King. On vous prépare quelque chose, normalement, fingers crossed, pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Merci beaucoup, le King, bien évidemment, pour être toujours présent, quel que soit l'endroit géographiquement où il est, quel que soit l'horaire. Voilà, à la semaine prochaine. Un mot de la fin, monsieur? Merci beaucoup à tous pour le soutien. Merci pour la grosse mobilisation sur le soutien de Cyril Gann et les médias français de manière générale, les médias européens qui se sont lancés dans la cause de soutenir Cyril ou de soutenir simplement le combat. Hein. Le combat en lui-même, c'est une belle cause et c'est bien de donner de la force dessus. C'est le développement du MMA, c'est le développement de la pratique de masse qui gagne. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à taper sur le bouton
abonnement. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça si vous voulez. Et puis, expliquez-nous pourquoi et posez vos questions. Merci encore pour la confiance et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.